Eh bien salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi pour le Tech Actu comme tous les lundis. On a pas mal de choses à voir ensemble, que ce soit un PC portable Dell complètement démontable pour l'empreinte carbone, bien sûr le supercalculateur, mais on va parler surtout d'AMD, de Nvidia et bien sûr d'Intel. Et je me pose la question, est-ce que Nvidia nous reprend encore une fois pour des pigeons ? On va commencer le Tech Actu avec un supercalculateur européen. Il faut savoir qu'en France, on avait le supercalculateur le plus gros d'Europe et le troisième au monde. C'est pour vous dire que en France, on sait faire des choses. Aujourd'hui, l'Adastra, donc le supercalculateur français, a été détrôné par Lumi. Lumi, qu'est-ce que c'est? C'est un supercalculateur qui a été fait en Europe avec une coopération de 10 pays. Et on va le voir. Et ce qui est vraiment très intéressant et ce qu'il faut vraiment noter et retenir, c'est qu'il y a un bilan carbone négatif. C'est énorme. Et je pense qu'on est quand même sur une bonne voie. Donc, il faut savoir que Adastra, donc le supercalculateur français, lui, pouvait calculer à la seconde 46 pflops de moyenne, soit 46 millions de milliards d'opérations par seconde. Vous imaginez 46 millions de milliards. C'est juste énorme. Le Lumi, donc le nouveau supercalculateur européen, lui, peut calculer, tenez-vous bien, 151,90 pflops. C'est quasiment 3 fois la puissance de Adastra français. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, alors bien sûr, c'est le troisième mondial. Après, je crois que le plus gros supercalculateur, c'est japonais, le premier. Et le deuxième, c'est... alors, je ne sais plus les noms, je les ai oubliés. Et le deuxième, c'est celui-là des Américains. Alors, il faut savoir qu'il consomme très peu d'énergie malgré sa puissance. De plus de 100% de l'électricité nécessaire est issue d'une filière renouvelable. En fait, il est alimenté par une centrale hydroélectrique. Donc en fait, c'est naturel. La chaleur qu'il développe, en fait, en faisant ces super calculs, est réinjectée dans le réseau géothermique de la ville finlandaise de Kajanani, je ne sais pas comment ça se dit. Donc en fait, bilan carbone, zéro émission de carbone. C'est juste génial. Et franchement, je leur tire mon chapeau parce que le truc, vous vous rendez compte? Un super calculateur chauffe une ville entière. C'est pour vous dire à quel point ça doit chauffer à l'intérieur. C'est juste énorme. Donc voilà, c'était une belle avancée. Maintenant, en Europe, on est quand même le troisième mondial au niveau des rangs des supercalculateurs. Donc, je pense qu'on est quand même sur une bonne solution. On a une petite news concernant TSMC. Donc, il faut savoir qu'ils sont en train de travailler sur le N3 FinFlex. Alors, le N3 FinFlex, en fait, c'est du 3 nanomètres. C'est de la gravure en 3 nanomètres. Mais en fait, c'est pour beaucoup, on va dire, beaucoup d'applications. Ils ne travaillent pas que sur les composants PC, supercalculateurs, non, ils travaillent aussi sur des batteries. Donc en fait, ils sont en train de travailler sur des batteries de voitures électriques pour pouvoir les miniaturiser et pour pouvoir faire beaucoup plus de kilomètres que maintenant. Aujourd'hui, je m'avance pas trop sur les voitures électriques parce que moi je roule en 6 cylindres et essence. Alors attention, je suis écologique puisque je roule à l'éthanol. Je sais que ma cousine a alors je sais plus, c'est une Tesla et elle recharge toute la nuit. Elle fait 500 bornes, mais il faut une grosse charge en fait. Donc eux, avec le N3 FinFlex, ils essayent en fait de miniaturiser la batterie, mais pas que ça. Ils voudraient avoir des charges de 30, 45 minutes et que la batterie soit chargée à fond et qu'on puisse parcourir entre 1000, 1600 km. Aujourd'hui, il n'y arrive pas encore, puisque pour avoir 1600 km d'autonomie avec une batterie, il faudrait vraiment qu'elle soit conséquente. Donc la voiture serait très lourde et bien sûr, les moteurs électriques devraient être conséquents pour pouvoir propulser la voiture. Donc en fait, l'autonomie descendrait vu le poids de la voiture. Donc ils sont en train de travailler dessus, mais en fait, ça va être l'avenir. Je pense que la voiture électrique, ça sera ma prochaine, puisque ça sera l'avenir.
Il n'y aura pas que ça. Il faut savoir qu'il aussi travaille bien sûr sur les chronomètres en supercalculateur, mais sur nos PC de bureau, sur pas mal d'applications. Avec le FinFlex N3, en fait, il y aura 3 déclinaisons. C'est-à-dire que les gens, les gens qui fabriquent des PC auront 3 déclinaisons. Le 3.2, fin, fréquences d'horloge les plus rapides et performances les plus élevées, pour les besoins de calcul les plus exigeants. Mais par contre, si par exemple on voudrait un truc performant, il y a le 2.2. Performance, efficacité, un bon équilibre entre performance et efficacité énergétique et densité, donc réduit. Et si ça ne nous convient pas, eh ben on peut prendre l'option 2.1 fin. Ultra efficacité énergétique, consommation d'énergie la plus faible, fuite la plus faible et densité la plus élevée. Donc voilà, on aura 3 déclinaisons selon les besoins de l'utilisateur. Et ça peut être vraiment très intéressant. Je pense qu'avec le 3 nanomètres, alors après il parle, c'est marrant parce qu'il parle de 3 nanomètres, mais il parle aussi de 2 nanomètres. Alors avec 2 nanomètres, pour l'instant, ils ne nous disent pas ce qu'on peut faire avec, mais c'est juste énorme. Hein. Alors là, vous avez un CPU de chez TSMC. En gros, ça reprend un peu ce que Apple Max M2 ou M1 font, bien sûr. Les 12900K, en fait, la génération 12000 d'Intel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les petits cœurs, eux, vont travailler ensemble pour les tâches les plus courantes. Et quand on aura besoin de plus de puissance, dans ce cas-là, les gros cœurs vont prendre le dessus. Mais en ayant une capacité et une densité beaucoup plus faible que ce qu'on a actuellement. Donc, consommation d'énergie réduite. Donc, je pense que c'est un bon concept. À mon avis, ça ne va pas être pour rien au niveau de l'achat. Maintenant, voilà. Ils sont en train de travailler dessus. Apparemment, ça marche. Ils essayent encore de le miniaturiser et bien sûr d'avoir une efficacité énergétique encore plus grosse que maintenant. Donc, je pense que pour l'avenir de nos PC, on aura des PC, on va dire, pour ma part, encore une fois, hein, c'est ce que je pense, on aura des PC très puissants, mais avec des consommations d'un PC d'il y a 10 ans, avec un tout petit TDP. Donc, pourquoi pas? Ça reste à voir. Allez, on continue avec, qu'est-ce que vous voyez? Un PC portable, comme moi. Mais c'est pas un PC portable tout à fait pareil que les autres. Tout simplement parce que Dell a choisi de faire un PC portable entièrement démontable. Donc c'est juste énorme. Alors ils sont pas à leur premier coup d'essai. Ils avaient fait un PC portable il y a quelques années de ça, complètement démontable, et il y avait 72 vis pour tout démonter. Aujourd'hui, il y en a 10 fois moins. C'est juste énorme. Il faut savoir que ce PC portable qui est juste là, donc vous voyez, tout est démontable, hein, même l'écran. Alors, derrière l'écran, il y a la carte mère. Mais c'est un PC portable factice. Aujourd'hui, il n'existe pas. C'est un concept. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Alors, comment dire, c'est un peu du greenwashing. C'est-à-dire qu'ils essayent de donner une bonne image de marque en disant, vous voyez, nos PC portables, tout est démontable. Donc, vous pourrez démonter la batterie, les SSD, le processeur. Enfin, vous pourrez tout faire. Alors, est-ce qu'on aura des pièces de rechange pour que le PC portable dure plus longtemps? Ça va être encore une autre question. Donc, ça a été fait au CES. Il faut savoir que l'impact écologique d'un PC portable sera réduit, en gros, de 80% au niveau de l'empreinte carbone générée. Et pour un ordinateur classique, il est dit que la production causée est de 20% au niveau empreinte carbone. Bon. Je pense, encore une fois, hein, c'est un concept. Je pense que, vous voyez là, il y a 38 vis. Bon. Je pense qu'ils vont y arriver. Hein. De toute façon, ils n'auront pas le choix à un certain moment. Il va falloir vraiment trouver une solution à notre empreinte carbone. Je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Si on aurait des ordinateurs portables comme ça,
eh ben, ça a amélioré la durée de vie, puisqu'un ordinateur portable, généralement, on change quoi? Ben, la RAM. Vous pourrez changer la carte Wi-Fi sur certains modèles. On pourra changer la batterie. Bon, à part ça, on ne peut pas changer grand-chose. Hein, donc, ça reste... C'est pour ça que j'aime pas trop les PC portables, parce que c'est pas vraiment évolutif. Mais là, je pense que ça pourrait vraiment être très bien pour la planète, et puis surtout pour notre portefeuille. Donc, ça reste à voir. Ça serait le Dell XPS 13. Alors, XPS, pour rappel, c'était l'ordinateur de Sheldon dans Big Bang Theory. Et on le voit dans tous les épisodes, c'est l'écran où il s'est marqué XPS en rouge. Donc voilà, c'était une petite news concernant Dell. Ça part sur un bon principe. Et vous voyez, plus on avance en fait dans la technologie, et plus la technologie devient au niveau empreinte carbone assez faible. Moi je dis que c'est bien. On passe à Nvidia. Alors Nvidia, il faut savoir que la GTX 1630, elle sera un petit peu plus rapide que la GTX 1050 Ti. Alors bien sûr, beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo vont me dire ça fait pas rêver. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, avoir une 1050 Ti aujourd'hui, c'est quand même assez light. Tous les jeux ne passent pas, même Warzone c'est quand même assez gourmand. Mais bon, je trouve que la 1630 est bien au niveau du tarif. Elle est à moins de 150 $, donc 140 €. Et pour les gens qui n'ont pas le budget de mettre 300 €, 400 € dans une carte graphique et qui n'ont pas un processeur avec un APU graphique, je pense que ça peut dépanner. Voilà. Je dis pas achetez-la, c'est une super carte graphique. Non. Mais si les gens n'ont pas d'argent, eh ben ils peuvent prendre une carte à 140 €. Et moi, je trouve ça bien. Mais de toute façon, on ne va pas s'emballer parce que la 1630 ne sera pas disponible. La 1630, repoussée indéfiniment. C'est juste énorme. Et retard confirmé pour les RTX 40 000. Pourquoi? On avait dit que la semaine dernière, on avait dit que Nvidia faisait un embargo de 10 milliards de dollars avec TSMC pour pouvoir avoir des composants électroniques, pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock à la sortie des nouvelles cartes graphiques. Bon, sur ce côté-là, tout le monde était d'accord, enfin à peu près tout le monde était d'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes et ils nous disent « oui, mais Nvidia va nous refaire le coup ». Peut-être, pour l'instant on n'en sait rien, on ne peut pas être pessimiste tout le temps. Donc un peu d'optimisme, ça serait pas mal aussi. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que Nvidia règle des soucis d'approvisionnement avec certains composants pour la 1630. Mais en même temps, ils disent que les composants qu'ils attendent pour la 1630 ne font pas partie de la carte graphique. Là, il va falloir qu'ils nous expliquent parce que je ne comprends pas du tout. Maintenant, il faut savoir que la RTX 4080, qui devrait sortir normalement en septembre, est retardée en octobre. Et la 470, ou la 4070 pour les puristes, d'octobre va passer à novembre. Pour mon anniversaire, Nvidia pourrait m'offrir une carte. En gros, ils attendent, en fait, ils ont reculé leur carte. Ils nous disent que ce n'est pas vraiment un problème d'approvisionnement pour les composants des RTX nouvelle génération. Par contre, ils ont fait l'embargo dessus de 1 mois supplémentaire à attendre, tout simplement parce qu'ils veulent écouler leur stock des 3000 qui restent. Ils ont encore un très grand nombre de RTX 3000 et ils veulent attendre que tout vraiment, enfin quasiment tout soit livré aux clients pour pouvoir sortir les 4000. Parce que s'ils sortent les 4000 maintenant, bien sûr les prix des 3000 vont chuter. Et les 4000, ben, les gens vont plutôt prendre des hauts de gamme 3000 que des moyennes gammes 4000. Après, attention, il paraît que les moyennes gammes, comme les 4060 Ti, sont supérieures à une 3090 en rasterisation. Bon, maintenant, c'est sur le papier et ça reste encore à voir. Donc voilà, bon, maintenant, on ne sait pas vraiment, il y a beaucoup... J'ai lu beaucoup d'articles hein, sur la GTX 1630 parce que je voulais en acheter une pour voir un peu ce que ça donnait et puis la tester sur Warzone parce que
quasiment la plupart des abonnés de la chaîne jouent sur Warzone ou sur Fortnite. Donc j'aurais voulu la tester, puis pourquoi pas vous la faire gagner juste après, puisque moi j'en ai pas l'utilité. Mais on ne sait même pas si elle va sortir en fait. Donc est-ce que c'était une fake news de chez Nvidia pour nous appâter sur les 4000 ? Je ne sais pas trop. En tout cas, ça aurait été bien qu'elle sorte quand même pour les gens qui n'ont pas trop de budget. Donc voilà, on continue cette fois-ci avec AMD. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec AMD, c'est qu'au niveau du logiciel, du fireware, de tout ce qui est processeur ou alors GPU, il nous fait des mises à jour régulières, comme Nvidia, vous allez me dire. Par contre, ce qui est vraiment pas mal, c'est que là, il y a une mise à jour avec Windows qui va booster les performances des cartes graphiques Nvidia, AMD. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc, c'est la prochaine mise à jour de chez Windows. C'est la 22 H2. Alors, moi, je sais que j'ai fait une mise à jour la semaine dernière. Je ne sais même plus ce que c'était. Il va falloir que je regarde. Donc, en fait, ça va permettre à AMD de rattraper son retard sur Nvidia en OpenGL. Voilà. En fait, ils seront presque, je pense qu'NVIDIA serait quand même un cran au-dessus, mais ils sont presque à la même portée. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est pour le rendu 3D. Hein. Donc, en gros, ça transforme une image existante et ça la convertit en une autre image vectorielle pour avoir une meilleure qualité et beaucoup plus de FPS. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on parle ici de hausse de performance à hauteur de 55% sur le benchmark Valley 2013. 55%. Donc, en gros, dans les jeux vidéo, il va falloir compter entre 35 et 40%, ce qui est déjà énorme. Hein. Il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment pas mal. Donc, il va falloir... Malheureusement, j'ai vraiment plus le temps de jouer et quand je branche, enfin quand j'active un jeu pour pouvoir regarder, généralement, c'est pas pour jouer, c'est pour faire des tests. Donc il va falloir que je me trouve vraiment du temps pour pouvoir jouer, parce que ça, pour vraiment être honnête, hein, ça fait quasiment 6 mois que j'ai pas pris la manette en main. On continue avec AMD Raphaël, déjà mi-septembre. Alors, la série 7000 pourrait être officiellement mise en vente le 15 septembre. Bon. Le 15 septembre, donc les nouveaux processeurs 7000 et octobre, mi-novembre, les cartes graphiques 7000. Alors, je sais que la semaine dernière, je vous avais dit, et que ça avait choqué beaucoup de monde apparemment, que pour moi, et encore une fois, ça restait mon avis, et je vais m'expliquer, parce que la dernière fois, je ne me suis pas vraiment expliqué pourquoi j'avais dit ça. Donc, au niveau des processeurs 7000, je les attends avec impatience. Malgré que ça va être la plateforme AM5, il faudra absolument de la DDR5 et tout le tintouin. Et moi, ce que je trouve dommage... C'est pas que je suis contre de passer à la DDR5 maintenant, je trouve simplement dommage que Intel, lui, on peut choisir la DDR4 ou la DDR5, et je pense, moi, pas à ma poire, je pense à tout le monde. C'est-à-dire que peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous aurez les moyens d'acheter une nouvelle carte mère en passant avec la DDR5, même si vous allez me dire, oui, mais la DDR5 commence à baisser. Oui, mais ça reste quand même hors de prix par rapport à la DDR4. Et surtout, au niveau prix-puissance, pour moi, aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup. Donc, les gens qui n'auront pas les moyens d'acheter deux barrettes de DDR5, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit qu'ils passent chez Intel, et si c'est des pros AMD, eh ben ils vont rester avec l'ancien PC, parce qu'ils n'auront pas les moyens. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est pas l'évolution de la DDR4 à DDR5 que je réprouve. C'est juste que les gens qui n'ont pas les moyens de passer en AM5, eh ben ils vont rester derrière. Eh ben moi, je suis désolé. Donc, cette série AM5 ne sera pas pour tout le monde. Et là, c'est une faute pour moi d'AMD. Voilà. C'est mon avis personnel. Maintenant, pour les cartes graphiques 7000, je vous avais dit la semaine dernière que pour moi, ça sera des très bonnes cartes graphiques, mais je pense, et encore une fois, ça reste mon avis, et juste mon avis, je ne vous l'impose pas, je vous ai simplement dit que pour moi, les cartes graphiques en 7000 de chez AMD seront pour moi à la hauteur des RTX 3000 haut de gamme. Pourquoi je vous ai dit ça ? Alors, effectivement, sur le papier, ils vont tout déchirer. Sur le papier. Moi, ce qui m'embête un peu là-dessus, c'est que
On a vu avec les RTX 4000 qu'au niveau de la consommation énergétique, ils sont vraiment à la ramasse puisqu'ils vont consommer énormément. Ce qui est tout à fait normal puisque, en gros, c'est 2 GPU qu'ils vont mettre à l'intérieur. En fait, ils ont pris 2 cartes pour en mettre une pour avoir beaucoup plus de puissance. Ça, on l'avait vu et tout le monde quasiment était d'accord. Aujourd'hui, AMD nous dit qu'ils vont être beaucoup plus performantes, mais avec une enveloppe énergétique 50% inférieure aux séries 6000 qu'on a actuellement dans nos boîtiers. Et c'est ça que je ne comprends pas. Soit qu'ils ont trouvé un procédé pour avoir énormément de puissance avec un bilan énergétique très très bas, et dans ce cas-là, chapeau AMD, et merci de nous avoir fait des cartes comme ça, parce que tout le monde, même moi le premier, je partirais sur les cartes 7000 au lieu des RTX 4000. Ou alors, ils vont brider les puissances brutes des cartes graphiques parce qu'il n'y aura pas assez d'enveloppe énergétique pour pouvoir alimenter toute la puissance. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, les Radeon 7000 seront aussi puissantes que les RTX 3000, avec une enveloppe énergétique beaucoup plus intéressante que les 6000 actuellement. Voilà ce que je pense. Maintenant, comme j'ai dit à plusieurs abonnés en commentaire et sur Instagram, j'espère que je me trompe et j'espère que AMD a trouvé vraiment une grosse solution pour avoir des super cartes graphiques hyper puissantes avec un bilan énergétique en dessous de la moyenne. Je l'espère. Voilà pourquoi j'ai dit ça. On continue avec des rumeurs. Donc, aujourd'hui, on sait que on aura un Ryzen 9 7950X, donc équivaut au 5059, enfin 5950X pour moi. Le Ryzen 9 7900X, le Ryzen 7 7800X et bien sûr celui-là qui va être le plus vendu au monde, le Ryzen 5 7600X. Il faut savoir que quand le Ryzen 5 5600X qui est sorti, tout le monde l'a acheté. Au niveau mondial, tout le monde s'est penché dessus parce que c'était le meilleur par rapport au i5 de 11 000 générations ou 10 000 de la 10e génération. C'était vraiment le meilleur. Quand Intel de 12e génération, donc le 12600K est sorti, tout le monde est reparti chez Intel parce qu'il boostait plus. Et au niveau performance jeux vidéo, il n'y avait pas mieux sur le segment. Alors, vous voyez, ils disent que normalement le plus haut de gamme, donc le 7950X, coûterait 900 $. Mais attention, il ne faut pas vraiment ça avec des pincettes. Donc, on va descendre un peu. Il faut savoir que le processeur 7950X est prévu à 900 $ comme je vous ai dit. Par contre, c'est Greymon55 qui le dit. Apparemment, il serait à peu près au même prix qu'un 5950X quand il était sorti. Alors, encore une fois, moi, je ne l'avais pas acheté à la sortie parce qu'il était vraiment hors de prix. C'était pas dans mes moyens. Et j'aurais préféré, dans ce cas-là, acheter, par exemple, le R7 5800X qui était vraiment très bon, moins efficace en développement 3D et en encodage, mais beaucoup moins cher. En plus, c'était le couteau suisse. Donc là, il va repartir en fait à 800 $, qui équivaut à peu près à 790 €, un truc comme ça, quoi. Donc ça reste quand même assez cher. Hein. Franchement, encore une fois, je pense que les processeurs AMD vont coûter quand même beaucoup plus cher que la 13e génération d'Intel qui va arriver, et apparemment elle serait très performante. Il faut savoir que le Ryzen 9, voilà, donc le Ryzen 9 7900X, le 7900X, parce que vous allez me dire dans les commentaires, oui mais pourquoi tu parles comme ça? Alors, il serait en 12 cœurs, 24 threads, et en fait, lui, il serait là pour concurrencer le i7 d'Intel, qui a avec le nouveau i7 d'Intel qui va avoir 16 cœurs 24 threads, ou alors concurrencer le i9 12900K que j'ai actuellement. Donc
Bon, je vois qu'on reste quand même sur des 12 cœurs basiques avec 24 threads. Donc on est quand même sur l'ancienne architecture par rapport aux nouveaux processeurs Apple et Intel, bien sûr, et TSMC qu'on a vu auparavant. Donc lui, il va coûter entre 550 $ et 600 $, qui est quand même pas rien. Celui-là qui va être vraiment correct au niveau puissance, ça serait le 8 cœurs 16 threads, donc le 7800X. Il n'est pas donné, 450 $ à 500 $. Bon, ça serait un 3D V-Cache, hein, de toute façon. Ça fait quand même assez cher. Après le plus vendu, le 7600X. Alors lui, apparemment, va vraiment booster à 5 Go 1. Moi, ce qui me fait peur, c'est 5 Go 1. Après, attention, hein, il n'est pas overclocké, il faudra attendre les tests, bien sûr. Mais en sachant qu'Intel booste beaucoup plus, est-ce qu'il y aura vraiment un intérêt de passer à une nouvelle génération d'AMD? Je ne sais pas. Donc, c'est un 6 cœurs, 12 threads. Lui, ça ne change pas non plus. Il serait entre 300 et 350 $ US. Il va falloir compter, moi je pense, hein, il sera 340 €. Ça commence à faire cher pour un 6 cœurs. Vous voyez ici, on a tout le tableau. Donc, bon, il faut savoir que le 7950X, lui, sera 16 cœurs et 32 threads. Il va booster à 5,5 à fond les gamelles, donc c'est vraiment énorme pour AMD. 5,4 à fond pour le 7900. Le 7800, 5,3 et 5,2 à fond pour le 7600X. Alors, oui, il y a une évolution au niveau des processeurs AMD, ils boostent plus, donc au niveau du jeu vidéo, ils vont rattraper leur retard. Je pense qu'il n'y aura plus vraiment de performance en moins par rapport au processeur Intel, et ça c'est une bonne chose, hein. Je pense qu'il fallait qu'AMD arrive au niveau des processeurs Intel, au niveau du jeu vidéo. Maintenant, je trouve que c'est encore une conception de l'ancienne génération. Donc ça reste à voir, on attend quand même les performances. Au niveau de la consommation énergétique, c'est ça qui... C'est pour ça que je vous dis que c'est une conception ancienne, parce qu'on n'a pas vraiment de bilan, à part quelques rumeurs. Par exemple, pour le 7950, on serait sur une enveloppe de 170 watts, voire 230 watts. Après, on aurait un TDP de 125 watts pour le 7900X. Et après, pour les autres, on n'en a pas. Donc, bon. C'est pour ça que je pense que avant d'acheter le nouveau AMD, au niveau des cartes graphiques, je serais vraiment intéressé à en avoir une. Maintenant, les processeurs, si j'en achète un, ça sera, je pense, pour la démonstration, donc pour faire de la vidéo avec vous. Mais bon, j'ai un doute. Pour ma part, j'ai un doute. On continue. Même pas encore testé que déjà ouvert comme un livre. Et ouais, en fait, on a ici une photo des nouveaux processeurs AMD et vous voyez la conception. Et là, c'est du métal liquide qu'ils ont mis dessus. Et vous voyez que le CPU est là, avec les cœurs là. Bon. Le die est en 6 nanomètres pour sa part. Donc, vous voyez, c'est exactement le même. Hein. C'est quand même incroyable hein, que c'est même pas encore sorti qu'ils l'ont déjà ouvert. Donc bon, on verra. Apparemment, c'est au niveau énergétique, il paraît qu'ils sont très bons avec la nouvelle conception qu'ils ont. Ça reste à voir. On continue et on termine avec Intel. Ça y est, c'est fait. Ils vont lancer leur carte graphique à 380, donc on pourra les acheter. Alors là, par contre, par rapport à Intel, je pense qu'il y a un coup à jouer. Par rapport à Intel, par rapport à Nvidia. Je m'explique. Il faut savoir que ce GPU-là, c'est l'entrée de gamme. En fait, ça équivaut... comment dire? Ça équivaut à l'entrée de gamme, donc à une 3050, à une 6500 XT actuelle, puisque là, on sera sur 6 Go de mémoire GDDR6. Et je pense que, encore une fois, hein, je pense souvent à ces gens-là, parce que j'en croise quand même pas mal au boulot. Quand je monte des PC, les gens n'ont pas vraiment les sous pour acheter une carte à 1000 €. Donc là, elle sera 6 cœurs, enfin,
comment dire, ça sera 6 Go de mémoire en GDDR6 avec une enveloppe thermique de 75 watts. Elle tournera à 2000 MHz. On aura quand même du ray tracing, bien sûr façon Intel. En fait, c'est une carte qui va être en gros pour du 1080p avec 60 fps à peu près constant. Ce qui est déjà pas mal pour une petite solution gaming, pourquoi pas. Maintenant, elle va coûter 150 $, qui équivaut en euros avec les taxes et tout le machin chouette, à 140 €. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Ça va sortir courant l'été, donc on ne sait pas si c'est au mois de juillet ou au mois d'août. Mais je pense que c'est une bonne solution face à AMD et à Intel, à AMD ou à Nvidia. Donc je pense que c'est une bonne solution pour les gens qui ont un petit budget. Elle est déclinée sur le Gunir. Alors la Gunir, généralement, c'est pour le marché américain. Est-ce qu'elle va sortir en France? Ça, je ne peux pas vraiment vous le dire. Je pense qu'elle sortira sur la conception Intel basée là-dessus. Apparemment, elle ne serait pas en gris, mais elle serait en noir. Est-ce qu'il y aura du RGB à l'intérieur? Je ne sais pas trop. Mais pourquoi pas? Donc ça va arriver sur le courant Chine, donc juillet-août, et ça va arriver en Occident, donc bon, il faut attendre. Mais je pense qu'elle a une petite carte à jouer au niveau de l'entrée de gamme. Je pense que ça va pouvoir plaire à certaines personnes. Donc voilà les potes, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que le Tech Actu vous a plu. Il y avait pas mal de news qui sont plutôt intéressantes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la 1630, on ne sait pas si elle va débarquer. Ça aurait pu être la concurrence de la 380. Ou alors, Nvidia s'est rendu compte que la 380 était beaucoup plus performante que la 1630 et ils ont dit « Oh là là, on va sur un échec commercial, on va la retirer tout de suite avant d'avoir des pertes. » Peut-être, je ne sais pas. Les RTX 4000 repoussés de 1 mois. Si les stocks de RTX 3000 sont vendus, on aura nos RTX 4000. S'ils ne sont pas vendus, est-ce que ça va être encore repoussé d'1 mois? Ça, il n'y a qu'NVIDIA et son niveau marketing qui peuvent nous le dire. Dès que j'en sais plus, je vous tiens informé. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous communiquer toutes ces petites news. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt les potes. Salut, ciao, ciao.